Bonjour, monsieur Reed. Je vous demande de vous garer tout de suite et d'ouvrir le coffre. Le court message textuel de mon assistante a soudainement flashé sur l'écran de mon téléphone. C'était une nuit pluvieuse et je me rendais au mariage de ma belle-sœur. Monsieur Reed, je vous demande de vous garer tout de suite et d'ouvrir le coffre. Quand je suis sorti de la voiture et que j'ai ouvert le coffre, je pouvais à peine respirer. Pendant tout ce temps, mon mari. Avant que l'histoire ne commence, si vous regardez ceci, s'il vous plaît, laissez un commentaire pour nous dire d'où vous venez. Et n'oubliez pas d'aimer et de vous abonner, cela aide cette chaîne à grandir afin que nous puissions vous proposer d'autres histoires incroyables. Ce soir-là, le son des klaxons retentissait de manière chaotique dans les rues de la ville. Une légère bruine avait commencé à tomber et, malgré le balayage rythmé des essuie-glaces, la vitre devenait un flou. Je serrais fermement le volant. Mon esprit était un tourbillon de pensées, mais j'essayais de me concentrer sur la route. Ce soir, c'était le mariage de Jessica Reed. La réception se tenait au Plaza Hotel, l'un des lieux 5 étoiles les plus exclusifs de New York. C'était un endroit que la famille de mon mari n'aurait jamais pu rêver de s'offrir si je n'avais pas secrètement tiré quelques ficelles. Bien sûr, ils n'en avaient aucune idée. À leurs yeux, je n'étais qu'une femme parasite, une sangsue vivant au crochet de mon mari prospère, Ethan Reed. Le téléphone monté sur le tableau de bord sonna bruyamment. Le nom, Sharon Reed, s'afficha sur l'écran à ma belle-mère. J'ai pris une profonde inspiration, m'armant de courage, et j'ai appuyé sur le bouton d'appel. Avant même que je puisse prononcer un mot, sa voix aiguë et grinçante me perça l'oreille. « Où diable es-tu ? Tu as du front de te présenter si tard. C'est le jour le plus important de la vie de ma Jessica, et tu viens délibérément en retard pour nous embarrasser, n'est-ce pas ?» hurla Sharon au téléphone. Sa voix était si forte que j'ai dû éloigner le téléphone de mon visage. « Je suis désolé, Sharon. La circulation est terrible à cause de la pluie. J'y suis presque. Je devrais arriver dans environ 10 minutes, ai-je répondu aussi doucement que possible, avalant la boule de frustration dans ma poitrine. Des excuses. Tu as toujours été une moins que rien paresseuse. Tu devrais être reconnaissante chaque jour que mon Ethan ait épousé une fille pauvre comme toi. Tu n'as rien apporté à ce mariage. Tu ne sais pas comment t'habiller. Et maintenant tu es en retard pour un événement familial. Tu ferais mieux de ne pas embarrasser ma famille devant les invités VIP d'Ethan avec ton look bon marché. Tu devrais avoir honte de toi. Clic, elle me raccrocha au nez. Je lâchai un long soupir. Depuis 5 ans, ces paroles blessantes étaient ma réalité quotidienne. Sharon cherchait toujours une occasion de me rabaisser. À ses yeux, son fils était le plus grand homme du monde, un PDG autodidacte qui avait bâti son entreprise à partir de rien. Moins de 5 minutes plus tard, mon téléphone sonna à nouveau. Cette fois, le nom, Ethan Reed, apparut. J'avalai difficilement ma salive. « Allô, chérie » dis-je doucement. « Est-ce que tu essaies de m'embarrasser exprès devant mes partenaires commerciaux ?» La voix d'Ethan était froide, remplie d'une rage contenue. « Ma mère vient d'appeler, se plaignant que tu n'es pas encore là. Tu sais que mes clients les plus importants sont ici ce soir, n'est-ce pas? Si c'est pour te présenter avec ce visage pathétique et ces vêtements bon marché. Fais demi-tour et rentre chez toi. Je ne veux pas gâcher ma réputation à cause d'une femme qui ne connaît pas sa place. Ethan, la circulation est vraiment mauvaise. Je porte la robe que tu as choisie pour moi hier, ai-je tenté d'expliquer, même si je savais que c'était inutile. Ne cherche pas d'excuses. Contente-toi de venir, souris en silence et ne dis rien de stupide devant mes amis. Et n'oublie pas, tu vis de mon argent. Tout ce que tu portes, tout ce que tu manges, tout est payé par mon sang, ma sueur et mes larmes. Alors, pour une nuit. Essaie juste de ne pas être une nuisance. Compris? Oui, Ethan. Je comprends. Il raccrocha sans un mot de plus. Je laissai les larmes couler une à une sur mes joues. C'était tellement absurde, tellement ironique. Ethan était toujours si fier de son argent, de son titre de PDG. Mais il n'occupait ce poste que parce que je l'y avais placé. La multinationale dont il était si fier, celle qu'il prétendait avoir bâtie de toutes pièces, était en réalité l'entreprise de mon défunt père. J'étais l'actionnaire majoritaire, la véritable propriétaire. J'avais caché tout cela à lui et à sa famille simplement parce que je voulais qu'il se sente respecté en tant que chef de famille.
J'avais avalé ma fierté et enduré des humiliations quotidiennes juste pour protéger son ego masculin. C'est alors qu'une notification interrompit mes pensées. C'était un message de mon assistante personnelle, Maria Flore, qui avait été mon lien avec l'entreprise pendant tout ce temps. Elle était la seule à connaître ma véritable identité et m'avait fidèlement aidé à superviser l'entreprise en coulisses. Le texte était très court, mais chaque lettre était en majuscule. Monsieur Reed, je vous demande de vous garer tout de suite d'ouvrir le coffre. Au moment où je l'ai lu, mon cœur s'est mis à battre follement. J'avais l'impression de ne plus pouvoir respirer. Que se passait-il? Pourquoi Maria me dirait-elle d'ouvrir mon coffre en plein milieu de la route? Un terrible pressentiment m'envahit, le sentiment que quelque chose n'allait pas du tout. Sans réfléchir, j'ai actionné mon clignotant gauche et je me suis garé sur un accotement relativement calme sous la lueur tamisée d'un lampadaire. La pluie s'était calmée pour devenir une fine brume. J'ai coupé le contact et j'ai détaché ma ceinture de sécurité avec des mains soudainement froides et tremblantes. Je suis sorti de la voiture. L'air humide de la nuit a frappé mon visage. Le bruit des voitures filant sur l'autoroute bourdonnait à mes oreilles. J'ai marché lentement vers l'arrière de la voiture. Ma main a cherché le bouton d'ouverture du coffre. Clic, la porte du coffre se souleva lentement. Mes yeux s'agrandirent. J'ai eu le souffle coupé, luttant pour respirer à la vue de ce qu'il y avait à l'intérieur. Ce n'était pas une roue de secours ou des boîtes vides. C'était une grande valise en cuir noir haut de gamme que je ne connaissais que trop bien. C'était celle de mon mari, celle qu'il utilisait chaque fois qu'il partait en voyage d'affaires à l'étranger. D'une main tremblante, j'ai ouvert la fermeture éclair de la valise. Elle n'était pas verrouillée, comme si son propriétaire avait emballé ses affaires à la hâte. Au moment où la valise s'est ouverte, mon monde s'est effondré. Mes genoux ont flanché. Si je ne m'étais pas agrippé au bord du coffre pour me soutenir, je me serais effondré sur l'asphalte. Tout en haut se trouvait une collection de boîtes à bijoux en velours rouge. J'en ai ouvert une, la bague en diamant bleu de ma défunte mère, un héritage familial, brillait de mille feux sous le lampadaire. Dans la deuxième boîte se trouvait son collier d'émeraude. Dans la troisième, sa parure de bracelet en or blanc. Les larmes coulaient sur mon visage de manière incontrôlable. C'étaient les héritages que mon mari m'avait dit avoir été volés lors d'un cambriolage il y a 1 an. J'avais pleuré pendant des jours, et il m'avait réconforté avec un regard de pitié, me promettant qu'il ferait tout pour attraper le voleur. Il s'est avéré que le voleur était mon propre mari. Mais le choc horrible ne s'arrêta pas là. Mes mains tremblantes écartèrent les boîtes à bijoux, révélant une pochette en plastique transparent remplie de documents. J'ai sorti la pochette et l'ai lue sous la faible lumière. Le premier document était un contrat de vente pour un appartement de luxe, un penthouse dans le centre de Manhattan. Mes yeux se sont fixés sur le nom de l'acheteur. Ce n'était pas mon nom, ni celui d'Ethan. Le nom, Chloé Cole, était écrit clairement à son assistante, la jeune femme que ma belle-mère louait toujours pour sa politesse et son efficacité. Le deuxième ensemble de documents était une procuration et plusieurs titres de propriété. C'étaient mes actifs personnels et des propriétés que je possédais et gardais cachés dans un coffre-fort à la maison. Ma signature sur les documents avait été expertement falsifiée. Mon mari avait secrètement transféré mes actifs à son nom, prévoyant de les liquider et de transférer l'argent vers un compte offshore. Et puis, au fond de la pochette, se trouvait la chose qui m'a plongé dans un désespoir absolu, 2 billets d'avion aller simple en classe affaires. Nom des passagers, Ethan Reed et Chloé Cole. Destination, Zurich, Suisse. Date de départ, ce soir à 23 h. J'ai regardé ma montre. Il était 20 h. Le mariage de Jessica venait de commencer et devait se terminer à 22 h. Mon mari prévoyait de voler les héritages de ma mère et tous mes actifs, puis de s'enfuir en Suisse avec sa maîtresse juste après la fête de sa sœur bien-aimée. Le bourdonnement dans mes oreilles s'intensifia. Ma poitrine me semblait serrée, comme si un rocher géant m'écrasait. Pendant 5 ans, je m'étais dévoué à lui. J'avais abandonné ma carrière. J'avais caché ma richesse pour qu'il ne se sente pas inférieur. J'avais patiemment servi sa mère cruelle. J'avais fermé les yeux quand sa sœur m'empruntait constamment de l'argent sans jamais me rembourser. J'avais tout donné à ma fortune, mon cœur, même mon respect de moi-même. Et voici ma récompense, une trahison méticuleusement et cruellement planifiée. Il ne m'avait pas seulement trahi, il avait aussi volé les héritages les plus précieux de ma mère et s'apprêtait à me laisser sans rien, démuni, comme si je n'étais qu'un déchet à jeter.
Je refermai brutalement la valise. Je serrai les poings si fort que mes ongles s'enfoncèrent dans mes paumes. La douleur vive n'était rien comparée à l'agonie de mon cœur brisé. Les larmes s'arrêtèrent. Les larmes de tristesse s'évaporèrent en un instant, remplacées par une rage incandescente qui consuma tout mon être. Je n'étais plus la femme faible. Je n'étais plus la femme insensée qu'on pouvait piétiner. Ce soir, lors de la somptueuse réception de mariage de sa sœur, je leur ferai payer cher chaque larme que j'avais versée. Ce soir, il n'y aurait pas d'évasion vers la Suisse. Il n'y aurait que la ruine. J'ai pris mon téléphone et j'ai appelé mon assistante. Maria. Ma voix était enrouée, mais elle était aussi froide et tranchante que de la glace. Prépare tout. Nous commençons la guerre ce soir. Je me suis réinstallé dans le siège froid du conducteur. Le moteur était toujours coupé. La pluie s'était complètement arrêtée à l'extérieur, et les flaques sur la route reflétaient la lueur jaune des lampadaires. La valise noire, remplie des preuves de la trahison de mon mari, trônait désormais sur le siège passager à côté de moi, un témoignage silencieux de mes 5 années de folie. Mes yeux fixaient droit devant moi, mais mon esprit dérivait vers le passé, vers l'époque où tout ce tissu de mensonges avait commencé. Il y a 5 ans, j'ai rencontré Ethan lors d'un gala de charité organisé par notre entreprise. J'étais jeune alors, venant d'hériter d'une fortune massive et d'un empire industriel après la mort soudaine de mon père d'une crise cardiaque. Au milieu de mon chagrin profond, de ma confusion et de ma solitude, Ethan est apparu. Il était cadre moyen dans l'un de nos départements. Il était beau, parlait poliment et semblait incroyablement compréhensif. Il m'a approché lentement, avec douceur. Il était toujours là quand je pleurais dans mon bureau, m'apportait de la nourriture chaude quand j'oubliais de manger en révisant des rapports, et écoutait mes plaintes concernant la pression de diriger une entreprise géante à un si jeune âge. J'étais affamé d'amour et j'avais besoin de quelqu'un sur qui m'appuyer. Je suis tombée amoureuse de lui rapidement. Quand nous avons commencé à envisager une relation sérieuse et à planifier notre mariage, Ethan m'a montré son côté vulnérable. Un soir au restaurant, il m'a tenu fermement la main et m'a regardé dans les yeux avec une expression triste et sincère. « Evelyne, je t'aime tellement, dit-il, la voix tremblante. Mais j'ai peur. Ma famille est juste normale. Ma mère a travaillé toute sa vie comme institutrice pour nous élever, ma sœur et moi, seuls. Si ma famille découvre que j'épouse l'unique héritière d'une multinationale, ma mère se sentira intimidée et en insécurité. Mes proches s'éloigneront. Et en tant qu'homme, je ne pourrai pas garder la tête haute. Je ne veux pas que les gens pensent que je t'ai épousé pour ton argent. » Ces paroles, à mes oreilles éprises, semblaient si sincères. Je pensais qu'il était un homme merveilleux qui chérissait son honneur et se souciait des sentiments de sa famille. « Que devrions-nous faire, Ethan ?» ai-je demandé, une question naïve et insensée de la part d'une femme prête à tout pour être avec lui. « Pourrions-nous garder ton identité secrète ? Je serai le visage de l'entreprise. Je travaillerai dur, prouvant mes capacités en partant de zéro. Tu pourras être la femme qui prend soin de moi confortablement à la maison. Laissons tout le monde, y compris ma mère et ma sœur. Penser que c'est moi qui subviens à tes besoins. C'est purement pour protéger ma fierté de mari, d'homme de la maison. S'il te plaît. » Aveuglé par l'amour, j'ai accepté sa proposition. J'ai appelé Maria, la fidèle assistante de mon défunt père, et je lui ai demandé de s'occuper secrètement de tous les documents juridiques. J'ai nommé Ethan comme visage de l'entreprise, le PDG. Moi, en tant qu'actionnaire majoritaire absolu, je contrôlerai tout en coulisses. Je me suis retiré de la haute société, j'ai troqué mes robes de créateur contre des vêtements simples et j'ai laissé le monde croire qu'Ethan Reed avait tout bâti à partir de rien, grimpant seul au sommet du succès. Nous nous sommes mariés. Au début, tout était comme dans un rêve. Quand nous étions seuls à la maison, Ethan me traitait comme une reine. Mais le fantasme a tourné au cauchemar quand sa mère, Sharon, et sa sœur, Jessica, ont décidé d'emménager avec nous, se plaignant que leur propre maison était trop calme. La maison dans laquelle elles ont emménagé était une maison que j'avais achetée avec mon propre argent avant le mariage, un fait que j'avais gardé caché en rangeant le titre de propriété. À leurs yeux, c'était la maison qu'Ethan avait achetée à la sueur de son front. Dès que ma belle-mère a mis le pied dans cette maison, mon enfer a commencé. Sharon était une femme consumée par une soif de statut et de possession matérielle. Parce qu'Ethan lui avait servi le mensonge selon lequel il était le millionnaire responsable de leur style de vie somptueux, Sharon se croyait la matriarche toute-puissante.
Elle me traitait plus mal qu'une servante. Un matin, au cours de la 2e année de notre mariage, je me suis réveillé avec une légère fièvre. J'avais des vertiges et je frissonnais. J'ai demandé à la gouvernante de me préparer du porridge chaud. Soudain, ma belle-mère a fait irruption dans la cuisine, a jeté une casserole dans l'évier et a réprimandé la gouvernante d'une voix tranchante. « Qui t'a dit de cuisiner pour cette feignante » hurla Sharon. Puis elle s'est tournée vers moi, les yeux remplis de mépris et de dégoût. « Tu n'es qu'une parasite ici. Mon fils s'épuise au travail dans l'entreprise, partant tôt le matin et rentrant tard le soir, la tête pleine de soucis d'affaires, pendant que tu ne fais que dormir et attendre d'être servi. Lève-toi, lave à la main toutes les chemises d'Ethan. Et n'utilise pas la machine à laver. Tu vas abîmer ses vêtements chers, espèce de femme inutile. » Je me souviens avoir pleuré ce jour-là en lavant les chemises de mon mari avec des mains tremblantes et fiévreuses. Ce soir-là, quand Ethan est rentré du travail, je lui en ai parlé dans notre chambre, espérant qu'il prendrait ma défense, peut-être même qu'il expliquerait un peu de la vérité à sa mère. Mais quelle a été la réponse de mon mari aimant? « N'es-tu pas un peu trop sensible? C'est une femme âgée, elle a le droit de rouspéter un peu. D'ailleurs, tu ne fais rien à la maison de toute façon. Il est tout naturel qu'elle te demande de faire quelques corvées. Au moins, cela te rend utile. S'il te plaît, montre juste un peu de respect à ma mère. Ne viens pas me voir avec ces plaintes mesquines quand je rentre du travail. Je suis assez fatigué d'essayer de vous nourrir tous. » C'est à ce moment-là que j'ai commencé à réaliser que quelque chose n'allait pas du tout dans ma décision. Le harcèlement psychologique était sans fin. Si j'achetais quelque chose avec ma propre allocation et qui était en fait une partie des dividendes de mon entreprise canalisée via un autre compte, Ethan me faisait la leçon à table, me traitant de femme gaspilleuse qui ne comprenait pas la valeur de l'argent durement gagné. Jessica, ma belle-sœur, n'était pas moins cruelle. Elle se faufilait souvent dans ma chambre et prenait mes affaires sans demander, sac à main, chaussures, petits bijoux. Elle m'a même emprunté des centaines de milliers de dollars pour une entreprise commerciale, de l'argent qu'elle n'a jamais remboursé. Si j'osais lui dire quoi que ce soit, elle courait immédiatement voir sa mère en versant des larmes de crocodile. Alors Sharon m'humiliait dans le salon. « Comment oses-tu être si avare quand ma fille emprunte certaines de tes affaires bon marché? N'oublie pas que tout dans cette maison a été acheté avec l'argent de mon fils Ethan. Jessica a donc un droit sur tout ici, bien plus qu'une étrangère comme toi. » Pendant des années, j'ai avalé toutes leurs insultes. Je me suis laissé ignorer, piétiner et traiter comme une parasite. Chaque fois que j'atteignais ma limite et que je voulais tout révéler, Ethan changeait soudainement de ton et devenait incroyablement doux. Il m'achetait des fleurs, m'emmenait dîner en tête-à-tête et me rappelait ma promesse de protéger son ego masculin. Il était passé maître dans l'art de manipuler mes émotions, retournant la situation pour me faire culpabiliser de mes propres pensées. Et pour ce qui est de Chloé Cole, elle a rejoint l'entreprise il y a 3 ans. Au début, elle n'était qu'une simple assistante administrative, mais Ethan l'a rapidement et unilatéralement promue pour devenir son assistante personnelle. Je trouvais souvent des messages affectueux suspects sur le téléphone de mon mari, et Maria rapportait des transactions douteuses pour des articles de luxe qui sortaient de nos rapports de dépenses habituels. Mais chaque fois que je demandais une explication, Ethan entrait dans une rage folle, me traitant de folle. « Ce sont les affaires. Qu'est-ce que tu connais au monde de l'entreprise? Tu n'as même pas fini l'université. Au lieu de regarder la télé toute la journée. Tu devrais peut-être lire un livre. Alors ton cerveau fonctionnerait peut-être et tu ne serais pas si paranoïaque au sujet de ton mari qui travaille à en crever. » M'avait-il hurlé un soir, les yeux exorbités. Alors que je l'interrogeais sur un achat de sac à main de créateur sur sa carte de crédit. J'ai pris une longue et lente inspiration, me ramenant au présent. J'ai appuyé ma tête profondément contre le siège de la voiture. La douleur de ces souvenirs passés ne me serrait plus la poitrine et ne me donnait plus envie de pleurer. Ces blessures s'étaient déjà cicatrisées, transformées en une haine sombre, froide et tranchante. J'avais dormi trop longtemps, perdu dans un fantasme d'amour tissé par un homme au cœur de démon. J'avais laissé un parasite se sentir comme un roi, et j'avais permis à sa famille de me cracher dessus et de sucer mon sang quotidiennement. Ce soir, alors qu'ils étaient au sommet de leur bonheur, étalant leur fausse richesse lors de ce mariage glamour, je leur arracherais tout. Je mettrais leurs mensonges à nu devant tous ceux qu'ils vénéraient. J'ai empoigné fermement le levier de vitesse. J'ai démarré le moteur.
Le grondement sourd du moteur de ma berline de luxe semblait s'accorder avec ma résolution désormais inébranlable. J'ai jeté un dernier regard à la valise à côté de moi, m'assurant que mon arme de destruction massive était en sécurité. J'ai appuyé sur l'accélérateur, fendant le reste de la nuit, me dirigeant vers l'hôtel où se tenait la fête, le mariage de Jessica, financé par le détournement de l'argent de mon entreprise la nuit qui était censée être l'adieu triomphal de mon mari avant qu'il ne m'abandonne. Nous verrons bien, Ethan. Nous verrons qui rira à la fin de cette fête. J'ai le sentiment que tu ne vas pas aimer le cadeau de mariage que je t'apporte ce soir. Ma voiture fendait les rues de la ville, la pluie n'étant plus qu'une fine brume. Les lampadaires se reflétaient sur l'asphalte mouillé, créant de longues ombres qui semblaient danser avec la vitesse de ma voiture. La valise noire sur le siège passager ressemblait à un passager fantôme portant le glas de mon mariage. Tout en fixant la route devant moi, mes pensées furent ramenées de force vers un incident survenu il y a quelques semaines, le moment charnière où tous les masques de mon mari ont commencé à tomber. C'était un mardi après-midi maussade. Les nuages étaient lourds depuis le matin, comme s'ils présageaient la tempête qui allait s'abattre sur ma vie. J'étais assise dans le bureau à la maison, sirotant un thé chaud et lisant un roman, essayant d'ignorer le son de ma belle-mère grommelant dans le salon à propos de la mauvaise réception de la télé. Soudain, mon téléphone vibra. C'était un appel de Maria. Mon assistante personnelle, qui gérait mon entreprise en coulisses, n'appelait jamais pendant les heures de travail, sauf en cas d'urgence absolue. J'ai répondu à l'appel et je suis sorti sur le balcon de la chambre pour que personne dans la maison ne puisse entendre. À l'autre bout du fil, la voix de Maria était tendue, froide et remplie de prudence. Elle me dit de quitter la maison immédiatement, sous prétexte d'aller au salon, et de la rejoindre dans un café tranquille loin du centre-ville. C'était un endroit secret que nous utilisions souvent quand j'avais besoin de signer des documents à l'insu de mon mari. J'ai eu un mauvais pressentiment dès le début. Mon cœur a battu pendant tout le trajet en taxi. Quand je suis arrivé, j'ai trouvé Maria assise dans un coin d'un salon VIP insonorisé. Sur la table devant elle se trouvait une épaisse pochette rouge et une tablette allumée. Le visage de Maria était pâle, et ses yeux, alors qu'elle me regardait, étaient remplis d'une profonde inquiétude. Je me suis assise en face d'elle et j'ai demandé immédiatement « Qu'est-ce qui ne va pas ?» Maria ne répondit pas tout de suite. Elle avala sa salive et poussa lentement la pochette rouge vers moi. D'une main légèrement tremblante, elle me dit de l'ouvrir. J'ai ouvert le dossier. Chaque page contenait le rapport financier du 3e trimestre de notre entreprise. Bien que j'ai donné à Ethan le titre de PDG, je demandais toujours à Maria de mener un audit secret tous les 3 mois pour m'assurer que l'entreprise de mon défunt père fonctionnait bien. Au début, je n'ai rien vu d'inhabituel. Pour un œil non averti, les chiffres semblaient normaux. Mais alors Maria commença à pointer plusieurs postes de dépenses surlignés en jaune, un projet d'approvisionnement en matières premières, des dépenses de marketing numérique et des coûts d'expansion de nouvelles succursales. Les montants étaient astronomiques, atteignant des dizaines de millions de dollars en une très courte période. J'ai froncé les sourcils. Je me souvenais qu'Ethan m'avait dit fièrement le mois dernier qu'il avait remporté un appel d'offres majeur et qu'il avait besoin d'un capital initial. Mais les chiffres du rapport dépassaient de loin ce qui était raisonnable. Maria ouvrit alors un deuxième dossier. À l'intérieur se trouvaient les documents d'enquête d'une équipe de détectives privés qu'elle avait secrètement engagée après avoir senti que quelque chose clochait dans les rapports financiers. Les documents montraient que les fournisseurs de matières premières et les agences de marketing qui avaient reçu des dizaines de millions de dollars étaient en réalité des sociétés écrans et des entreprises vides créées uniquement pour siphonner de l'argent. Et ce qui m'a coupé le souffle, c'est le fait que le propriétaire enregistré de ces sociétés écrans était un homme étranger qui était le chauffeur personnel de l'assistante de mon mari, Chloé Cole. J'étais encore dans le déni. J'ai regardé Maria, les larmes aux yeux, et j'ai dit que peut-être Ethan avait été escroqué par ses partenaires commerciaux. Peut-être que Chloé avait fait quelque chose dans son dos. Ça ne pouvait pas être vrai. L'Ethan qui était toujours si doux avec moi, qui tenait tant à sa fierté, ne pouvait pas détourner les fonds de l'entreprise avec autant d'audace. Mais Maria brisa mon dernier espoir. Elle prit la tablette, ouvrit un dossier verrouillé et lança une vidéo. La vidéo était en haute résolution, filmée avec une caméra cachée dans une pièce sombre et enfumée. Au centre de la pièce se trouvait une grande table ronde où plusieurs hommes jouaient aux cartes avec des piles de jetons valant des centaines de milliers de dollars devant eux. Et il était là, mon mari, Ethan Reed, assis en bout de table. Il avait le bras autour de la taille d'une femme court vêtue, pas moi et pas Chloé Cole, et riait aux éclats.
Ses yeux étaient injectés de sang et son visage était tordu par une cupidité que je n'avais jamais vue auparavant, comme une bête sauvage. D'une voix tremblante, Maria expliqua qu'il s'agissait d'un casino illégal haut de gamme géré par la mafia. Mon mari était un grave dépendant au jeu, une addiction qu'il avait parfaitement cachée derrière des costumes coûteux et un sourire digne quand il partait au travail. Quand il rentrait tard le soir, il ne faisait pas d'heures supplémentaires, il jouait l'héritage de ma famille. Mais le cauchemar n'avait pas encore atteint son apogée. Maria me remit un dernier papier. C'était une copie d'un billet à ordre. Ethan avait non seulement gaspillé l'argent détourné des sociétés écrans, mais il avait aussi perdu gros et était maintenant endetté auprès d'un puissant usurier qui finançait le casino. Le montant de la dette était inimaginable, des millions de dollars avec des intérêts écrasants s'accumulant quotidiennement. Le délai de remboursement était la fin de ce mois, s'il ne pouvait pas payer, la vie de mon mari et la réputation de notre entreprise serviraient de garantie. Je me suis figé. Mon corps est devenu de glace. Mon esprit s'est vidé. Pas étonnant que mon mari ait été si irritable à la maison ces derniers temps. Pas étonnant qu'il m'ait souvent crié dessus sans raison. Il était acculé, pris dans un piège de sa propre fabrication. Puis mes yeux ont capté un reçu dans la pile de documents, un reçu pour la location d'une salle de bal d'un hôtel 5 étoiles, une réservation pour une robe de mariée d'un célèbre créateur, un service de traiteur haut de gamme pour 200 invités, et un dépôt pour des décorations importées. La réservation avait été faite par mon mari. Le but, le mariage de Jessica Reed. Le coût total s'élevait à des millions, et tout était payé à partir du compte de la société écran créée avec l'argent volé à mon entreprise. Ce jour-là, dans ce café, mes larmes ont fini par couler. J'ai pleuré hystériquement. Ma belle-mère louait toujours son fils. Jessica se vantait toujours de la richesse et de la générosité incroyable de son frère. Elle m'humiliait chaque jour, pensant que je n'avais pas contribué un seul centime à ce mariage somptueux. Mais elle n'avait aucune idée que la robe même que Jessica porterait, chaque assiette de nourriture qui serait servie à la fête, tout était payé avec l'héritage de mon père, volé par leur fierté et leur joie. Et c'est là que l'arme la plus mortelle est tombée entre mes mains, la faiblesse que mon mari avait essayé si désespérément de cacher. Il n'était pas un homme d'affaires prospère. Il n'était pas un grand PDG. Il n'était qu'un perdant, un voleur, un accro au jeu étranglé par un usurier impitoyable. Il organisait un mariage somptueux pour sa sœur, non pas parce qu'il tenait à elle, mais parce qu'il voulait maintenir l'illusion de son succès devant sa famille et ses partenaires commerciaux, pour cacher le fait qu'il était en réalité complètement fauché et au bord de la faillite. Cette découverte a tout changé. Mon amour pour mon mari est mort à cet instant, enterré avec les vérités dégoûtantes que Maria avait exposées sur la table. J'ai ordonné à Maria de continuer à rassembler des preuves, de copier chaque relevé de transfert bancaire, de sauvegarder chaque enregistrement et de préparer secrètement les documents juridiques. Je n'ai pas affronté mon mari quand je suis rentré chez moi après cette réunion. Je suis rentré, j'ai mis mon tablier et j'ai préparé le dîner comme si j'étais la même femme ignorante et stupide. J'ai attendu le bon moment. Et ce soir, quand j'ai ouvert le coffre de ma voiture et que j'ai trouvé les héritages de ma mère et ses billets d'avion pour s'enfuir avec Chloé, j'ai su que le moment que j'attendais était enfin arrivé. Il prévoyait de fuir ses dettes auprès de l'usurier et de me laisser derrière lui comme bouc émissaire pour porter tout le poids de la ruine de l'entreprise. S'il pensait que je le laisserais partir si facilement, il se trompait lourdement. L'air froid de la climatisation de la voiture a effleuré mon visage, ramenant ma conscience pleinement au présent. J'ai fixé intensément le magnifique bâtiment de l'hôtel, désormais visible au bout de la route. La tour de l'hôtel s'élevait haut, ornée de lumières de cristal étincelantes. Ils étaient là-dedans maintenant, mon mari, ma belle-mère, ma belle-sœur, et probablement sa maîtresse. Ils riraient, dégusteraient des plats coûteux et étaleraient leur richesse illusoire aux yeux du monde. Et comme d'habitude, ils m'attendraient pour faire de moi la cible de leur mépris. J'ai pris une profonde inspiration. Plus de larmes, plus de serrements dans la poitrine. Ce qui coulait dans mes veines maintenant n'était qu'une adrénaline brûlante, transformant chaque cellule de ma tristesse en une force mortelle. Ce soir, je déracinerai complètement leurs mensonges. Je démolirai le château de sable qu'ils avaient bâti sur ma douleur. J'ai pris le téléphone sur la console centrale et j'ai rapidement composé le numéro de Maria. L'appel a abouti avant la première sonnerie. Maria savait que je me dirigeais vers une zone de guerre et elle était fin prête. Oui, mademoiselle. J'ai surveillé les mouvements depuis le système central. Tout est encore sous contrôle. Quelles sont vos prochaines instructions?
La voix de Maria était ferme et professionnelle, sans une once d'hésitation. Elle était mon fidèle soldat qui savait exactement à quel point mon mari m'avait blessé. Maria, écoute attentivement, dis-je, la voix si calme qu'elle me surprit moi-même. La mascarade de mon mari a atteint ses limites. Je viens de trouver la valise dans le coffre de ma voiture. Il a volé les héritages de ma défunte mère, a falsifié ma signature pour transférer mes actifs au nom de Chloé. Et avait des billets d'avion pour la Suisse avec cette femme pour ce soir à 23 heures. J'ai entendu une inspiration brusque au téléphone. Maria lâcha un grognement de fureur. Ce salaud! Il allait faire de vous le bouc émissaire pour les usuriers et l'effondrement de l'entreprise pendant qu'il vivrait dans le luxe à l'étranger. Dois-je bloquer les billets d'avion et contacter l'immigration tout de suite? Non, répondis-je rapidement, un sourire cynique étirant mes lèvres. Laisse les billets. Je veux qu'il pense que son plan se déroule sans accroc jusqu'à la toute dernière seconde. Si nous les bloquons maintenant, il recevra une notification et pourrait chercher une autre issue de secours. Laisse-le rêver des Alpes suisses. Mais Maria, je veux que tu exécutes notre plan principal dès maintenant. Nous n'avons pas besoin d'attendre jusqu'à demain. Oui, mademoiselle. Je suis prête. Première directive, contacte les directeurs de banque qui gèrent tous les comptes de mon mari et les comptes personnels. Les comptes des sociétés écrans gèlent chacun d'entre eux immédiatement. Révoque tous ses privilèges de carte de crédit. Émets la directive directement en mon nom en tant qu'actionnaire majoritaire et véritable PDG. Si quelqu'un demande, dis-lui qu'une enquête interne est en cours pour fraude massive. Je ne veux pas qu'il puisse retirer assez d'argent pour s'acheter une bouteille d'eau. Compris, mademoiselle. Le gel des comptes sera terminé dans 5 minutes. Ensuite, tu as tous les documents d'audit que nous avons collectés le mois dernier et la preuve de sa dette envers l'usurier, n'est-ce pas? J'ai vérifié, m'assurant que mon arme principale était prête. Tout est entre mes mains, mademoiselle. Les documents physiques notariés, les enregistrements du casino, les relevés de transfert des sociétés écrans, et bien sûr, la lettre de mise en demeure de la mafia avec demain comme date limite de remboursement. L'équipe juridique de l'entreprise est également en attente dans le hall inférieur de l'hôtel, attendant mon signal. Bien. Apporte tout cela à la salle de mariage tout de suite. N'entre pas avant que je n'en donne le signal. Attends dans le couloir près de l'entrée principale de la salle de bal. Oh, et Maria. Assure-toi d'apporter les statuts originaux de l'entreprise et mon certificat d'actionnaire majoritaire. Il est temps que le monde sache qui est le vrai patron de cette famille. Compris, mademoiselle. Notre équipe de sécurité interne a déjà sécurisé les serveurs du bureau. Chloé ou l'un des complices d'Ethan ne pourra effacer aucune trace numérique ce soir. Et la police, contacte nos relations à la police de New York, NYPD. Demande qu'une équipe soit envoyée à cet hôtel avec un mandat d'arrêt pour détournement de fonds à grande échelle et falsification de documents. Fais-leur savoir que le suspect principal prévoit de fuir le pays ce soir. Ils doivent donc agir vite. Je veux que mon mari soit escorté hors de ce bâtiment menotté devant tous ses invités de prestige. Brillant, mademoiselle. Exécution immédiate. Et vous? Allez-vous vraiment entrer là-dedans seul? Ils vont vous attaquer verbalement comme d'habitude. La voix de Maria s'adoucit légèrement, laissant percer l'inquiétude d'une amie. J'ai regardé mon reflet dans le rétroviseur. Mes yeux étaient légèrement rouges à cause des brèves larmes de tout à l'heure, mais mon regard était aussi tranchant qu'une lame fraîchement affûtée. J'avais un maquillage minimal. Mes cheveux étaient simplement attachés en arrière, et je portais une robe de couleur pastel très ordinaire, la robe que mon mari m'avait achetée hier pour que je ne me fasse pas remarquer et que je n'éclipse pas la beauté de Jessica. Je ressemblais exactement à une femme pitoyable, sans caractère et soumise. Parfait. Ne t'inquiète pas pour moi, Maria. En fait, je veux qu'ils me voient comme la femme faible et insensée une dernière fois. Plus ils voleront haut dans leur arrogance ce soir, plus leurs os se briseront quand je les ferai s'écraser au sol. Prépare tout. Je te vois là-bas dans 15 minutes. Oui, mademoiselle. S'il vous plaît, soyez prudente. J'ai mis fin à l'appel. Ma main s'est portée sur la valise noire à côté de moi. Je l'ai de nouveau ouverte. J'ai sorti une petite boîte à bijoux de mon sac à main et j'ai placé à l'intérieur la lettre de mise en demeure de l'usurier adressée à mon mari. J'ai noué la boîte avec un beau ruban rouge comme s'il s'agissait d'un cadeau de mariage sincère.
C'était un présent spécial pour ma chère belle-sœur, un cadeau qui mettrait fin à son faux bonheur en quelques secondes. J'ai garé ma voiture dans la section VIP de l'hôtel. J'ai pris la valise remplie de la trahison de mon mari, serrant fermement la poignée. L'air nocturne était frais sur ma peau. Depuis le hall de l'hôtel, je pouvais entendre faiblement le son d'une musique classique élégante. J'ai traversé le parking rempli des berlines de luxe des partenaires commerciaux de mon mari. Mes pas sur le bitume étaient fermes et assurés. Fini l'Evelyne qui baissait la tête par peur des réprimandes de sa belle-mère. Fini l'Evelyne qui culpabilisait de ne pas être la femme parfaite. Ce soir, la personne qui entrait dans ce bâtiment était la véritable reine, Evelyne, venue réclamer son royaume et punir les traîtres. Je suis entré dans le grand hall de l'hôtel. Un lustre de cristal géant inondait le sol de marbre étincelant d'une lumière dorée. Le parfum des lys et des roses blanches, les préférés de Jessica, une composition florale ayant coûté des centaines de milliers de dollars, emplissait l'air. Quelques invités arrivés en retard se précipitaient vers les ascenseurs, jetant des regards vers ma tenue miteuse et la valise noire usée que je traînais, les yeux remplis de mépris. J'ai répondu à leurs regards par un sourire léger et énigmatique. Allez-y, regardez-moi de haut. Bientôt, vous serez tous à genoux à implorer mon pardon. Je suis monté dans l'ascenseur qui devait me mener à la salle de bal principale au 8e étage. Les chiffres numériques au-dessus de la porte de l'ascenseur grimpaient au rythme de mon cœur. Mon cœur pompait du courage dans tout mon corps. Quand les portes de l'ascenseur s'ouvrirent, un long couloir avec un épais tapis rouge apparut. Au bout du couloir, les massives portes en bois sculptées de la salle de bal étaient fermement closes. De l'intérieur, je pouvais entendre un tonnerre d'applaudissements et la voix du maître de cérémonie résonnant dans le système de sonorisation, louant le nom de mon mari. Et bien sûr, un événement aussi magnifique n'aurait pas été possible sans l'incroyable générosité du frère de la mariée, le leader visionnaire de son entreprise, le seul et l'unique, Monsieur Ethan Reed. La voix du MC résonnait à travers les épaisses portes en bois. J'ai souri un large sourire, si large qu'il me raidissait les joues. C'était une ironie délicieuse. Je me suis approché des portes. Dans un coin sombre du couloir, j'ai vu Maria et deux hommes en costume sombre, mes meilleurs avocats d'affaires, fin prêts. Maria m'a vu et m'a adressé un signe de tête significatif. Tout était en place. Les balles étaient chargées. Les preuves étaient en main. L'armée avait encerclé la forteresse. J'ai lissé les plis de ma robe, serrant la poignée de la valise dans ma main gauche et la boîte cadeau contenant la lettre de l'usurier dans ma droite. J'ai pris une profonde inspiration et j'ai fixé les massives portes en bois devant moi. Le spectacle commençait. Deux membres du personnel en uniforme impeccable m'ouvrirent les imposantes portes en bois sculptées. Alors que les portes s'écartaient, un souffle d'air froid provenant de la puissante climatisation balaya mon visage. Le parfum des parfums coûteux et de la cuisine gastronomique emplissait l'air. La scène à l'intérieur de la salle de bal était vraiment époustouflante. Un tapis épais aux motifs floraux classiques recouvrait tout le sol, et trois énormes lustres de cristal au plafond jetaient un éclat doré brillant. Des centaines de tables rondes ornées de nappes de soie blanche et de vases de roses importés étaient déjà remplies d'invités vêtus de leurs plus beaux atours. Le tintement des verres de vin et la mélodie d'un orchestre jouant dans un coin créaient une atmosphère de très haute société. Sur la scène principale, au bout de la salle, décorée de colonnes blanches et de milliers de fleurs fraîches pour ressembler à un palais européen, siégeait Jessica. Ma belle-sœur portait une robe de mariée longue jusqu'au sol, parsemée de cristaux Swarovski, souriant radieusement comme une princesse. Bien sûr, qui avait payé pour ce faux sourire et cette robe à plusieurs centaines de milliers de dollars? Son frère, avec l'argent volé à mon entreprise. J'ai marché lentement dans la salle. Mes petits talons ne faisaient presque aucun bruit sur l'épais tapis. Ma robe pastel arrivant aux genoux, qu'Ethan m'avait achetée dans un grand magasin pour que j'aie l'air quelconque, semblait totalement déplacée et miteuse au milieu de cet océan de robes de créateurs et de costumes de luxe. La valise noire contenant les preuves de la trahison de mon mari était toujours dans ma main gauche, et la petite boîte cadeau avec le ruban rouge était fermement serrée dans ma droite. Je n'avais pas fait 10 pas dans l'allée centrale qu'un regard tranchant comme une lame me perça depuis la table VIP située directement sous la scène. Ma belle-mère, Sharon Reed, était debout, le visage rouge. Elle portait une robe en velours rouge foncé criarde, le cou et les poignets chargés de gros bijoux en or. Ses yeux étaient exorbités alors qu'elle me fixait, me dévisageant de la tête aux pieds avec un dégoût non dissimulé. D'un pas pressé et le visage tordu par la rage, Sharon marcha vers moi.
Elle ne se souciait pas que les invités VIP environnants tournent la tête pour nous regarder. Pour elle, me rabaisser en public était une source de fierté, une façon d'afficher son statut de matriarche puissante. Où étais-tu, espèce de feignante, siffla Sharon, la voix assez forte pour faire taire plusieurs tables voisines. Sa main, couverte de bagues en or, attrapa mon bras brutalement. As-tu la moindre idée de l'heure qu'il est? La cérémonie est à moitié terminée et tu te pointes maintenant avec cette tête-là? Est-ce que tu essaies délibérément d'embarrasser mon fils devant ses partenaires commerciaux? J'ai regardé calmement ma belle-mère dans les yeux. Il n'y avait plus aucune peur, plus aucun désir de baisser la tête et de m'excuser comme je l'avais fait pendant les 5 dernières années. Je l'ai simplement laissé continuer à déverser son venin. Et regarde-toi. Cette robe bon marché, tes cheveux en pagaille. Ethan est un PDG respecté et il doit avoir honte d'une femme comme toi qui ne sait même pas prendre soin d'elle. Et qu'est-ce que c'est que ça, ricana-t-elle, désignant ma valise. Une vieille valise déglinguée? Tu te crois dans une gare routière? Elle éleva délibérément la voix, s'assurant que tout le monde autour puisse entendre à quel point j'étais pathétique. C'est alors qu'Ethan descendit de la scène. Il s'approcha de moi d'un pas assuré, le torse bombé. Vêtu d'un smoking noir sur mesure d'un célèbre créateur, il avait l'air incroyablement digne et beau. Il souriait gracieusement à quelques clients sur son passage, portant le masque parfait de l'homme accompli. Mais dès qu'il m'eut rejointe, le sourire s'évanouit, remplacé par un regard froid et menaçant. « Mère, ça suffit. Ne fais pas de scène ici, il y a des gens qui regardent, » dit Ethan d'une voix feinte et douce, essayant de paraître comme un fils dévoué et un mari patient devant les invités. Puis il se tourna vers moi. Sa voix descendit en un murmure tranchant que moi seul pouvais entendre. « Tu commences vraiment à m'exaspérer, Evelyne. Je t'ai dit de ne pas causer de problème. Passe par l'arrière, trouve une table dans un coin où personne ne peut te voir, et dépose cette poubelle au vestiaire. Tu gâches l'ambiance. » Sur la scène, Jessica, remarquant la petite agitation, descendit également. Elle souleva sa lourde robe avec une expression agacée. « Ethan, pourquoi est-elle ici maintenant? Je te l'avais dit, si elle ne pouvait pas s'adapter au thème élégant de ma fête, il valait mieux ne pas l'inviter. Elle va juste gâcher les photos de famille. » Jessica fit la moue, me regardant avec mépris. Autrefois, une situation comme celle-ci m'aurait serré la poitrine d'angoisse. Elle m'aurait fait baisser la tête, retenir mes larmes et m'excuser à plusieurs reprises jusqu'à ce qu'il soit satisfait. Mais ce soir, j'ai souri à un sourire authentique et léger qui venait du plus profond de mon cœur. Car je savais à quel point leur arrogance était fragile. J'ai regardé chacun d'eux tour à tour, ma hautaine belle-mère, ma belle-sœur arrogante et mon mari qui se croyait l'homme le plus puissant du monde. « Je suis désolé d'être en retard, Sharon, Jessica, » dis-je, d'une voix calme mais claire, m'assurant que mes paroles soient audibles pour tous les trois. J'ai dû m'arrêter pour récupérer un cadeau de mariage très spécial, quelque chose qui va complètement changer la vie de cette famille. Ethan ricana de mépris. Quel genre de cadeau une femme sans revenu comme toi pourrait-elle bien s'offrir? Probablement une babiole bon marché dénichée dans une brocante. Tais-toi et pousse-toi du chemin. Je ne bougeais pas. Je tendis la petite boîte au ruban rouge de ma main droite et l'offris à Jessica. C'est pour toi, Jessica, un cadeau de ma part et de celle de ton frère bien-aimé. Ouvre-le maintenant. Je suis sûr qu'il a bien plus de valeur que n'importe quel collier de diamants que tu portes ce soir. Jessica fronça les sourcils, regardant la boîte avec méfiance. Mais la curiosité l'emporta sur sa fierté. Elle m'arracha la boîte des mains. Si c'est une cochonnerie, je la jette direct à la poubelle, menaça-t-elle en tirant sur le ruban rouge. Pendant que Jessica ouvrait la boîte cadeau, j'ai fait un petit pas vers Ethan. La distance entre nous n'était plus que de quelques centimètres. Je pouvais sentir le parfum coûteux qu'il portait, le même que celui de sa maîtresse Chloé. J'ai regardé droit dans ses yeux arrogants, m'assurant qu'il voit le vide et la froideur dans les miens. « Ethan » murmurai-je à son oreille. Ma voix était basse et menaçante, comme un serpent sur le point de frapper sa proie. En venant ici ce soir, je ne sais pas pourquoi, mais j'ai soudain été très curieuse de savoir ce qu'il y avait dans le coffre de ta voiture. Je sentis Ethan s'étouffer un instant, les muscles de sa mâchoire se crispèrent, mais il essaya de garder une expression stoïque. « Ne dis pas de bêtises. Tu as fouillé ma voiture, lança-t-il, la voix chargée de rage. J'élargis mon sourire et me rapprochai encore.
J'ai ouvert cette valise noire, chérie. Les héritages de maman sont si beaux sous les lampadaires. Et tu sais quoi? Le nom de Chloé Co le rend plutôt bien sur mes titres de propriété. Oh, et ne t'inquiète pas. Ton billet en classe à faire pour la Suisse pour ce soir est toujours en sécurité. Enfin, il l'était il y a 5 minutes. À cet instant précis, j'ai été témoin de la vision la plus satisfaisante de ma vie. Le beau visage arrogant de mon mari devint d'une pâleur mortelle, comme si tout son sang s'était vidé de son corps. Ses yeux, qui étaient remplis de menaces quelques instants plus tôt, étaient maintenant écarquillés par une terreur et une panique pure et absolue. Une sueur froide perla immédiatement sur ses tempes. Sa bouche resta légèrement entr'ouverte comme pour parler, mais aucun son ne sortit. Sa posture autrefois confiante sembla se recroqueviller et s'effondrer. Il réalisait que son secret le plus sombre, tout son plan d'évasion, était complètement exposé entre mes mains. L'arme psychologique que j'avais tirée l'avait frappé en plein cœur. « Evelyne, de quoi tu parles ? » Tu. La voix d'Ethan tremblait si violemment qu'elle était à peine audible. Il essaya de m'attraper le bras, mais sa main tremblait trop. Au même moment, un cri étouffé vint de la direction de Jessica. Ma belle-sœur avait réussi à ouvrir la petite boîte. Son visage, qui rayonnait de bonheur quelques instants auparavant, était maintenant rempli de confusion et de peur. Sa main tremblait alors qu'elle brandissait l'épais morceau de papier frappé d'un tampon rouge qu'elle venait de sortir de la boîte. « Ethan, c'est quoi ça ?» demanda Jessica d'une voix chevrotante, en tenant le papier. Des larmes commencèrent à perler dans ses yeux, gâchant son maquillage coûteux. « Qu'est-ce que ça veut dire ? Usurier de la mafia, 5 millions de dollars ? Ethan, pourquoi y a-t-il un avis de saisie des biens familiaux dans mon cadeau de mariage ? » Ma belle-mère, qui avait été déconcertée par le changement radical sur le visage de son fils, arracha le papier des mains de Jessica. Elle lut les chiffres et le nom de l'usurier inscrit dessus. Instantanément, ses jambes se dérobèrent. Elle bascula en arrière et se serait écrasée contre la table VIP derrière elle si un autre invité ne l'avait pas rattrapée. « Ethan, c'est quoi cette dette ? Tu es un PDG à succès. Pourquoi aurais-tu emprunté des millions à un usurier ? C'est un faux, n'est-ce pas ? Cette folle a tout inventé, hurla Sharon de manière hystérique, pointant un doigt tremblant et couvert de bijoux vers mon visage. Le tumulte à la table VIP finit par attirer l'attention de chaque invité dans la salle de bal. La musique de l'orchestre s'estompa peu à peu alors qu'il remarquait la scène chaotique. L'atmosphère devint soudainement silencieuse, remplacée par les murmures de centaines de pères Dieu désormais fixés sur nous. En entendant les mots « dette » et « saisie d'actifs », les clients d'affaires d'Ethan commencèrent à se lever de leur siège, chuchotant entre eux avec des visages tendus. Je me tenais droit au milieu du chaos que je venais de créer. Il n'y avait aucun trouble en moi. J'ai regardé Ethan, qui ressemblait maintenant à un condamné à mort attendant son exécution. Sa respiration était saccadée, et ses yeux filaient de gauche à droite comme s'il cherchait une issue de secours. Cette attaque psychologique avait réussi à briser son psychisme et, en quelques secondes, avait fait s'écrouler le mur de l'arrogance de sa famille. Mais ce n'était que le début. La véritable tempête était sur le point de balayer leur faux royaume. Voyant l'hystérie de sa mère et les sanglots de sa sœur devant la lettre de mise en demeure de l'usurier, la panique d'Ethan éclata finalement en une agression sauvage. L'illusion de succès qu'il avait bâtie pendant des années s'effondrait sous les yeux de ses associés et de ses proches. Son instinct de survie submergea sa raison. Son visage pâle était maintenant rouge cramoisi de rage et de désespoir. Tout le monde se tait, rugit Ethan à l'adresse de sa mère et de sa sœur. Sharon fut stupéfaite, car son fils ne lui avait jamais crié dessus en public de toute sa vie. Ethan se tourna ensuite vers moi, les yeux remplis d'une intention meurtrière. Les veines de son cou saillaient. Il fit un pas en avant et leva sa main droite, paume ouverte, prêt à me frapper d'une gifle violente devant des centaines d'yeux attentifs. « C'est ton œuvre, n'est-ce pas ? Espèce de folle, de chercheuse d'or. Tu as falsifié cette lettre pour ruiner ma famille, pas vrai ? Tu es juste jalouse de mon succès, hurlait-il comme un dément, ne se souciant plus de l'image de gentleman qu'il avait toujours entretenue. Il essaya de m'arracher la valise noire des mains. « Donne-moi cette valise. »« Sécurité. Appelez la sécurité. Sortez cette folle de ma fête. » Je n'ai pas bronché. J'ai plongé mon regard dans ses yeux injectés de sang avec une froideur glaciale, prête à recevoir la gifle s'il était assez stupide pour passer à l'acte.
Mais avant que la main d'Ethan ne puisse toucher ma peau, une main ferme en costume noir attrapa son poignet en plein vol avec une force immense. Ethan poussa un petit cri de surprise et se tourna sur le côté. Un homme baraqué, l'un de mes avocats, tordit lentement le poignet de mon mari, le forçant à baisser la main dans un gémissement de douleur. « Monsieur Reed, vous allez retirer vos mains sales de mademoiselle A. » Immédiatement. Une voix de femme ferme, tranchante et autoritaire coupa le silence de la salle de bal. Mon assistante personnelle, Maria Flore, s'avançait depuis l'entrée principale. Elle n'était pas seule. Derrière elle, 3 avocats d'affaires portant d'épaisses mallettes marchaient en formation. Leur pas était assuré, dégageant une aura d'autorité qui fit reculer les invités VIP qui s'apprêtaient à intervenir. Les yeux d'Ethan s'agrandirent de reconnaissance. « Maria, qu'est-ce que tu fais ici? Tu travailles pour mon entreprise. Comment oses-tu engager des voyous pour attaquer ton PDG lors de son propre événement? Tu es licencié, » avec effet immédiat, menaça Ethan, luttant sans succès pour se libérer de la poigne de l'avocat. Maria s'arrêta juste à côté de moi. Elle toisa Ethan de haut en bas comme s'il était un parasite et eut un sourire narquois. « Vous n'avez aucune autorité pour me licencier, monsieur Reed. Car vous n'êtes pas le propriétaire de cette entreprise. Vous n'êtes qu'une marionnette que nous avons placée sur le siège du PDG pour un petit moment, et votre mandat prend fin ce soir. » La déclaration de Maria envoya une vague de murmures à travers la salle de bal. Les chuchotements des invités s'intensifièrent. Sharon, qui était soutenue par un autre invité, essaya de crier « Qu'est-ce que raconte cette femme, Ethan? Qui est-elle? Sortez-les tous d'ici !» Ignorant les cris de Sharon, Maria leva la main et fit un signe à la régie située au niveau supérieur de la salle de bal. Quelques secondes plus tard, les lumières principales de la salle de bal s'éteignirent à l'unisson. La musique de l'orchestre, qui s'était arrêtée, fut remplacée par le ronronnement d'un écran de projection géant descendant du plafond. L'immense écran blanc derrière la scène, qui diffusait auparavant un diaporama romantique de Jessica et de son mari, devint soudainement noir. L'écran avait été complètement piraté par l'équipe informatique de Maria. Quand l'écran s'éclaira à nouveau, ce n'était pas le visage heureux de Jessica, mais un document en haute résolution projeté à la vue de tous. Le premier document était le registre des actionnaires de l'entreprise pour laquelle Ethan travaillait. Là, en lettres capitales grasses, il était clairement écrit « Actionnaire majoritaire, Evelyn Hay, 85% des propriétés ». Le nom d'Ethan, en revanche, ne figurait nulle part sur la liste des propriétaires, il n'était répertorié que comme employé contractuel au niveau de la direction. Mensonge. Evelyn n'est qu'une femme au foyer au chômage. Ce document est un faux, hurla Jessica depuis la scène, le visage barbouillé de larmes. Maria ne répondit pas. Elle appuya sur un bouton de la télécommande qu'elle tenait, et l'image sur l'écran changea rapidement. Une avalanche de faits irréfutables commença à déferler. L'écran affichait maintenant une série de photographies d'une clarté cristalline, une photo du coffre ouvert de ma voiture avec la valise noire, les bijoux en diamant des héritages de ma mère clairement visibles à l'intérieur, les certificats d'actifs falsifiés au nom de Chloé Cole. Et les 2 billets en classe à faire pour la Suisse au nom d'Ethan et de Chloé. Des cris de choc éclatèrent parmi les invités. Plusieurs associés d'Ethan secouèrent la tête, commençant à réaliser l'ampleur du scandale qui se jouait. Sharon fixait l'écran, bouche bée, puis commença lentement à chercher le visage de Chloé dans la foule. Il se trouvait que Chloé était à la fête. La jeune femme, désormais d'une pâleur mortelle, essaya de reculer lentement vers la sortie, mais 2 agents de sécurité de l'hôtel engagés par Maria lui bloquèrent le passage à la porte. Clic, l'image sur l'écran changea encore. Cette fois, ce n'était pas une photo, mais une vidéo silencieuse. Des images de caméra cachées sur l'écran géant, tout le monde dans la salle pouvait voir le visage d'Ethan, clair comme le jour, jouant avec excitation à une table de casino illégale, serrant une femme dans ses bras. Riant bruyamment avec une pile de jetons valant des millions de dollars éparpillés devant lui. L'écran affichait également les relevés de transferts bancaires des sociétés écrans, prouvant que des dizaines de millions de dollars des fonds de l'entreprise avaient été détournés pour rembourser ses dettes de jeu. Et le dernier relevé de transactions montrait un paiement de plusieurs millions aux prestataires de ce même hôtel. Le mariage somptueux de ma belle-sœur était sans équivoque financé par les produits d'une criminalité en col blanc. Le mari de Jessica, fils d'une famille éminente, devint rouge pivoine de honte. Le beau-père de Jessica jeta son verre de vin au sol, insulta Ethan, puis attrapa la main de son fils,
quittant immédiatement les lieux et annulant le mariage devant tout le monde. Jessica hurla de manière hystérique et s'effondra sur le sol de la scène, agrippant l'ourlet de sa robe de mariée qui n'était plus qu'un emballage pour un mensonge. Je m'avançai et pris le micro sur la table du MC décontenancé. En tapotant le micro, un sifflement de Larsen fit taire tous les invités. Leur attention était maintenant focalisée sur moi, la véritable matriarche. Bonsoir à tous. Je suis profondément désolé d'interrompre ce qui semble être un événement si magnifique. Ma voix résonna dans toute la vaste salle de bal calme, autoritaire et tranchante. Ce n'était plus la voix hésitante d'une femme soumise. Je me tournai vers mon mari, qui s'était effondré dans un fauteuil voisin. Son visage était luisant de sueur froide. Ses yeux vides fixaient l'écran qui continuait d'afficher les preuves de ses crimes. Il était, à toutes fins utiles, complètement brisé. Il n'y avait plus de place pour le déni, nulle part où se cacher. Pour ceux d'entre vous qui ne me connaissent pas, permettez-moi de me présenter. Mon nom est Evelynet. Depuis 5 ans, je suis la véritable propriétaire et l'unique actionnaire de contrôle de l'entreprise que cet homme là-bas prétend être le résultat de son propre sang. De sa sueur et de ses larmes. Je pointai un doigt méprisant directement vers le visage d'Ethan. Cet homme, que vous connaissez tous comme un PDG généreux, n'est en réalité rien d'autre qu'un parasite accro au jeu. Il a détourné des dizaines de millions de dollars de l'entreprise de ma famille pour jouer, a volé les héritages de ma défunte mère, a falsifié ma signature pour voler mes actifs. A eu une liaison avec son assistante, et prévoyait de fuir le pays ce soir, laissant sa propre famille ici pour faire face aux usuriers impitoyables qui réclament sa vie en paiement. Je tournai ensuite mon regard vers ma belle-mère, qui s'appuyait maintenant contre un pied de table, sanglotant et se frappant la poitrine. Et à ma très estimée belle-mère, Madame Sharon Reed, vous me disiez toujours que j'étais une pauvre parasite vivant au crochet du succès de votre fils. Vous m'avez humilié chaque jour. Mais la vérité est que, sans mon argent, vous et vos précieux enfants n'auriez jamais pu mettre les pieds dans cet hôtel 5 étoiles. Vous n'auriez même pas de toit au-dessus de vos têtes. Je marchai lentement vers Ethan, qui était maintenant prostré, la tête entre les mains. L'avocat qui l'avait maintenu l'avait lâché, car il n'avait plus aucune force pour résister. Son arrogance était complètement mise à nu en public. Ce soir, Ethan, dis-je froidement, ma voix résonnant dans la salle. Ce soir, je reprends tout. Il n'y aura pas d'évasion en Suisse pour toi. Il n'y a plus nulle part où te cacher. Je fis signe à Maria. Elle hocha la tête, sortit son téléphone et appuya sur un seul bouton. De l'extérieur des portes fermées de la salle de bal, le son des sirènes de police faibles au début commença à percer le silence de la nuit, se rapprochant lentement du hall de l'hôtel. L'heure du jugement avait sonné. Le faible hurlement des sirènes au loin se transforma en un rugissement assourdissant, signalant l'arrivée de plusieurs voitures de police à l'entrée principale de l'hôtel. L'atmosphère de la salle de bal, déjà chargée de tension, vira à l'horreur contenue. Les invités, pour la plupart des cadres d'élite, des hauts fonctionnaires et des partenaires commerciaux qui avaient autrefois vénéré Ethan commencèrent à reculer, libérant un large passage au centre de la pièce. Personne ne s'avança pour défendre l'homme assis sur sa chaise, son costume coûteux trempé de sueur froide, tremblant de tous ses membres. Les massives portes en bois sculpté furent poussées avec force. 5 policiers en uniforme impeccable entrèrent d'un pas déterminé, menés par un capitaine qui scruta immédiatement la salle. Le bruit de leurs bottes sur l'épais tapis résonnait comme le tic-tac d'une horloge de mort pour l'arrogance de mon mari. Maria, debout à mes côtés, fit un signe de tête au capitaine. Le capitaine, ignorant les centaines de regards attentifs, marcha droit vers nous. « Bonsoir. » La voix grave du capitaine résonna dans le micro que je tenais toujours. Nous sommes de la brigade criminelle de la police de New York. Nous sommes ici pour exécuter des mandats d'arrêt contre Monsieur Ethan Reed et Mademoiselle Chloé Cole. En entendant son nom prononcé par la police, Chloé, qui avait été retenue par la sécurité de l'hôtel près de la sortie, commença à hurler de manière hystérique. Elle luttait pour se libérer de la poigne des gardes, pleurant comme une folle, son maquillage en lambeaux. « Laissez-moi partir. Je ne sais rien. Ethan m'a obligé à tout faire. C'était son plan de s'enfuir en Suisse. S'il vous plaît, je ne faisais qu'obéir aux ordres, hurlait Chloé sans vergogne, pointant un doigt vers Ethan. Elle l'avait trahi aussi vite qu'il m'avait trahi. Ethan ne réagit pas à l'explosion de Chloé. Son corps devint mou comme s'il n'avait plus d'os.
Il glissa de sa chaise et tomba à genoux sur le tapis, juste à la pointe de mes chaussures. L'homme arrogant qui m'avait méprisé pendant 5 ans, l'homme qui se prétendait le roi qui me nourrissait, était maintenant prosterné devant moi comme un mendiant, implorant ma pitié. Evelyne. Evelyne, s'il te plaît. La voix d'Ethan n'était qu'un sanglot étouffé et pathétique. Il essaya de m'attraper les chevilles, mais je reculai rapidement, le regardant avec un dégoût total. Je suis désolé, Evelyne. J'ai eu tort. J'ai été piégé par ces joueurs. S'il te plaît, abandonne les charges. Je suis ton mari, Evelyne. Tu ne te souviens pas de nos vœux de mariage? S'il te plaît, ne me laisse pas aller en prison. Je le regardai froidement. Il ne restait plus une once de pitié dans mon cœur. Mes larmes étaient aussi fausses que ton amour, dis-je d'un ton plat et tranchant. Nos vœux de mariage? Tu les as rompus la première fois que tu m'as menti, la première fois que tu as laissé ta mère m'humilier, et la première fois que tu as touché une autre femme en dépensant mon argent. Tu n'as été piégé par personne, tu t'es piégé toi-même par ta propre cupidité. Je tournai mon regard vers les membres du conseil d'administration et les investisseurs de l'entreprise qui étaient présents ce soir-là. Ils me regardaient tous avec un mélange de choc et de respect. Je repris le micro et parlai d'une voix forte, à tous les membres du conseil d'administration et partenaires commerciaux présents ici, en tant qu'actionnaire majoritaire et véritable propriétaire de l'entreprise, moi, Evelyne. Déclare solennellement devant vous tous ce soir que M. Ethan Reed est révoqué de façon déshonorante de ses fonctions de PDG. Toutes les pertes qu'il a causées seront poursuivies par les voies légales dans toute la mesure du possible. À partir de demain matin, je prendrai le contrôle direct de toute la gestion de l'héritage de ma famille. La déclaration fut accueillie par un silence de mort, suivi par des signes de tête approbateurs de plusieurs investisseurs clés. Ethan hurla encore plus fort, pleurant sa carrière et sa vie qui s'étaient évanouies en un instant. Dans un autre coin, le jugement n'était pas encore terminé. La famille de l'ex-mari de Jessica, restée de marbre près de la scène, passa enfin à l'action. Le patriarche, un magnate du transport maritime qui plaçait l'honneur familial au-dessus de tout, s'approcha de Jessica et de Sharon, le visage rouge de fureur. Cet événement est terminé, tonna l'homme d'un certain âge. Il pointa du doigt Jessica, qui pleurait toujours au sol. Nous annulons ce mariage. Nous ne pouvons pas être associés à une famille d'escrocs, de voleurs et d'accros au jeu. Vous avez fait honte à notre famille devant tous nos pères. Vous devrez nous indemniser pour tous les dommages immatériels que cette humiliation a causés. Jessica hurla et attrapa la jambe de son ancien beau-père. Père, s'il vous plaît, n'annulez pas le mariage. J'aime vraiment votre fils. Je ne savais rien de cet argent volé. S'il vous plaît, ne m'abandonnez pas. Mais la famille de l'homme resta de glace. Le fiancé de Jessica retira la bague de fiançailles et la jeta brutalement au sol devant elle avant de quitter la salle de bal avec sa famille. Jessica hurla hystériquement, déchirant sa robe de mariée dans un désespoir total. Son mariage de rêve s'était transformé en funérailles pour son avenir. Voyant ses 2 enfants brisés d'un coup, ma belle-mère Sharon, d'habitude si arrogante et grossière, rampa soudainement vers moi. Son vieux visage était trempé de larmes, sa robe luxueuse en lambeaux. Elle essaya de m'attraper la main, courbant son corps si bas qu'il touchait presque le sol. Evelyne, ma chère belle-fille. J'ai eu tort. J'ai été stupide de croire les mensonges d'Ethan. S'il te plaît, pardonne à Ethan. C'est ton mari. Et s'il te plaît, rembourse cette dette à l'usurier. J'ai peur, Evelyne. Ces usuriers vont nous tuer. S'il te plaît, Evelyne. Tu as tellement d'argent à quelques millions, ce n'est rien pour toi. S'il te plaît, sauve notre famille. Plaida Sharon, la voix réduite à un gémissement pathétique. J'arrachai ma main de sa poigne. Je regardai droit dans les yeux la femme qui m'avait torturé mentalement pendant des années. Je ne suis plus votre belle-fille, ma voix retentit, nette et claire. Et bien que j'ai beaucoup d'argent, je ne dépenserai pas un seul centime pour sauver des gens avides comme vous. Oh, et encore une chose, Madame Reed, cette maison luxueuse où vous viviez, celle dont vous vous vantiez toujours auprès de vos amis? C'est ma maison. Le titre est à mon nom. Achetez bien avant que je ne connaisse votre fils. Les yeux de Sharon s'agrandirent, ses lèvres tremblant violemment. Ce n'est pas possible. Oh que si, répondis-je froidement. Alors, je vous donne jusqu'à demain 9 heures.
Évacuez ma maison. Vous pouvez prendre vos vêtements bon marché, mais ne touchez à aucun meuble ni objet de valeur. Tout a été acheté avec mon argent. Si vous êtes encore là demain matin, je demanderai à la sécurité de vous traîner dans la rue. Sharon lâcha un cri étouffé, se couvrit le visage de ses mains, et finit par s'effondrer sur le tapis de la salle de bal dans un évanouissement profond. Pas un seul invité ne fit un geste pour l'aider. Ils regardaient tous la chute de cette famille arrogante avec des regards de dégoût. Le capitaine fit signe à ses officiers. 2 policiers forcèrent immédiatement Ethan à se lever et lui menottèrent les mains dans le dos. Mon mari, qui attachait autrefois tant de prix à sa fierté et à son apparence, fut conduit hors du somptueux bâtiment, la tête basse, en sanglotant, passant devant des centaines d'invités qui se moquaient désormais de lui. À la sortie, Chloé fut également menottée et emmenée, laissant derrière elle des larmes de regret inutiles. Je me tenais droite au milieu de la salle, les regardant partir avec un cœur plein de soulagement. Le lourd fardeau qui m'écrasait les épaules depuis 5 ans était enfin levé. La valise noire contenant les héritages de ma mère fut mise en sécurité par Maria. Je fermai les yeux un instant et respirai l'air de la liberté. La pièce de théâtre était terminée. Plus de larmes, plus de peur. À partir de cet instant, je reprenais ma couronne. 1 an a passé depuis cette nuit de jugement dans la salle de bal de l'hôtel. Le soleil chaud du matin traversait les immenses parois de verre de mon bureau situé au 40e étage d'un gratte-ciel du centre-ville. Je me tenais près de la fenêtre, sirotant mon thé à la camomille préférée, regardant le paysage urbain qui ressemblait à un monde miniature vu de cette hauteur. Je portais un élégant tailleur-pantalon bleu marine avec des talons hauts qui me donnaient une démarche assurée. Mes cheveux mi-longs étaient soigneusement coiffés, encadrant un visage qui dégageait désormais une aura de calme et de détermination. Je n'étais plus la femme parasite Evelyne et qui baissait toujours la tête par peur, j'étais maintenant la PDG et l'unique propriétaire de la multinationale et industrie, devenue encore plus importante. La procédure de divorce avec Ethan avait été rapide et sans accroc, grâce à la montagne de preuves de ses crimes, de son infidélité et de ses détournements de fonds présentés par mon équipe juridique. Le tribunal de la famille a prononcé le divorce dès la première audience. Tous les actifs qui avaient été falsifiés au nom de Chloé ont été récupérés avec succès et restitués à l'entreprise et à mes comptes personnels. On frappa doucement à la porte de mon bureau. Maria entra avec un large sourire, une tablette à la main. Elle n'était plus mon assistante personnelle secrète, mais la vice-présidente, un poste auquel je l'avais nommée pour son dévouement et son intelligence exceptionnelle. « Bonjour, mademoiselle », dit Maria joyeusement. Le rapport financier de ce trimestre est sorti. Après la restructuration majeure et l'élimination de tous les parasites de l'ancienne direction, notre bénéfice net a augmenté de 20% par rapport à l'année dernière. Je rendis son sourire à Maria et me dirigeai vers mon grand bureau. « Excellent travail, Maria. Je n'ai jamais douté de tes capacités. » Maria posa la tablette sur mon bureau et marqua une pause. Son expression devint un peu plus sérieuse, une pointe d'hésitation dans le regard. « Mademoiselle, il y a encore une chose. J'ai reçu ce matin une mise à jour régulière de notre chef de l'audit interne concernant le passé. » Je m'interrompis, la main suspendue au-dessus d'un document. Je savais exactement ce qu'elle entendait par « le passé ». Même si je ne m'en souciais plus, Maria n'oubliait jamais de me donner un rapport annuel sur le sort de ceux qui m'avaient tourmenté, juste pour s'assurer qu'ils ne représentaient plus une menace. « C'est bon, Maria. Dis-moi tout. » « Ça ne me dérange pas de l'entendre, » dis-je calmement, en m'adossant dans mon fauteuil de cuir moelleux. « Ethan Reed a été transféré dans une prison de haute sécurité la semaine dernière, » rapporta Maria. Sa peine a été portée à 15 ans sans possibilité de libération conditionnelle après que des accusations de blanchiment d'argent en bande organisée ont été prouvées. On dit que son état est assez misérable, mademoiselle. Il est très maigre. Fréquemment malade et souvent brutalisé par ses codétenus. Personne de sa famille ni de ses anciens associés ne lui a rendu visite depuis son incarcération. J'ai hoché la tête en silence. Ni joie, ni pitié. C'était la conséquence logique d'une cupidité qui l'avait aveuglé. Et la femme, Chloé Cole, a été condamnée à 4 ans pour sa participation à la falsification de documents. Elle a été récemment placée en isolement après avoir été surprise en train d'essayer de séduire un garde pour obtenir de meilleurs privilèges. J'ai entendu dire que sa famille l'a également reniée par pure honte. J'ai pris une longue gorgée de mon thé. Le karma fonctionnait effectivement de manière méticuleuse.
Et mon ex-belle-mère et sa charmante fille, demandai-je avec une pointe de sarcasme, me rappelant leur arrogance d'il y a un an. Maria lâcha un long soupir avant de répondre. Ce sont elles qui souffrent le plus à l'extérieur, mademoiselle. Après que vous les avez expulsées de la maison, elles n'avaient nulle part où loger. La dette de plusieurs millions de dollars qu'Ethan a laissée aux usuriers de la mafia n'a pas été effacée. Quand Ethan est allé en prison, la dette a été transférée à sa famille. Sharon et Jessica ont été forcées de vivre dans un studio miteux dans une zone inondable à la périphérie de la ville. Maria balaya l'écran de la tablette pour me montrer une photo prise de loin par notre détective privé. Sur la photo, une femme très âgée, à l'allure hagarde et vêtue de vêtements usés, lavait une pile de vaisselle sale devant un stand de nourriture de rue. Ses mains étaient ridées et son visage était sombre et marqué par le soleil. C'était Sharon, la femme qui dégoulinait autrefois d'or et me méprisait parce que je lavais les vêtements à la main. Sharon travaille comme plongeuse de l'aube au crépuscule juste pour joindre les deux bouts, continua Maria. Et Jessica travaille comme femme de ménage dans une usine de plastique. Elles n'ont jamais un moment de paix, mademoiselle. Les hommes de main des usuriers visitent leur petite chambre à la fin de chaque mois pour prendre le peu de salaire qu'elles gagnent et menacer leur sécurité. Elles récoltaient ce qu'elles avaient semé pendant des années. J'ai fixé la photo pendant un long moment avant de fermer l'écran de la tablette d'un seul geste. Mon cœur n'était pas le moins du monde ému par leur souffrance. Je leur avais autrefois offert un palais, et elles avaient choisi de me cracher au visage. Maintenant, elles vivaient dans la fosse de boue qu'elles avaient elles-mêmes creusée. La justice avait été rendue de la manière la plus parfaite. L'univers ne dort jamais quand il s'agit d'enregistrer les méfaits des hommes. Ça suffit, Maria. Tournons la page. À partir d'aujourd'hui, je n'ai plus besoin d'entendre de rapports sur ces gens. Ils sont déjà morts dans mon passé, dis-je fermement, chassant le passé de mon esprit. Compris, mademoiselle. Les rapports seront définitivement interrompus, répondit Maria avec un sourire soulagé. Oh, et vous avez une réunion avec les investisseurs japonais à 10 heures. La voiture et le chauffeur sont prêts dans le hall. Je me suis levé, j'ai pris ma mallette et je suis sorti du bureau aux côtés de Maria. Très bien, mettons-nous au travail pour rendre cette entreprise encore plus grande. Alors que nous nous dirigions vers l'ascenseur, j'ai repensé à cette nuit pluvieuse, la nuit où j'ai conduit seul, pleurant au volant d'une voiture qui a changé tout le cours de ma vie. La blessure était autrefois très profonde, mais c'est cette blessure même qui m'a réveillé d'un long sommeil rempli de sottises. Je suis reconnaissante pour cette trahison douloureuse, car sans elle, je n'aurais jamais trouvé ma véritable force. J'ai souri à mon reflet dans les portes en acier étincelant de l'ascenseur. Je suis Evelyne. Je suis libre, en paix et maîtresse absolue de mon destin.